Voilà, donc on va pouvoir passer à notre deuxième intervention de l'après-midi. Donc je suis ravie d'accueillir le docteur Céline Gréco pour cette intervention sur la prise en charge de la douleur de l'enfant dans le cadre des maladies osseuses constitutionnelles. Et donc le docteur Gréco est responsable de l'unité fonctionnelle de médecine palliative et douleur à l'hôpital Necker à PHP. Donc ça c'est une charge quand même importante, c'est une responsabilité importante parce que c'est un très très gros centre clinique et un centre renommé. Elle est également chercheuse dans l'équipe du professeur Hermine à l'unité INSERM 1163 à l'Institut Imagine. Et son travail est d'identifier des molécules cibles pour la prise en charge de la douleur dans les maladies, en particulier les maladies rares, en faisant du repositionnement des drogues. Et donc elle travaille actuellement à essayer d'utiliser des topiques dans les douleurs chroniques. Et donc en particulier, elle met en place un projet collaboratif pour développer des nanomédicaments pour la prise en charge des douleurs osseuses. Donc elle va nous en parler. Donc Céline, je vous laisse la parole. Et merci beaucoup d'avoir accepté de venir à cette journée de la filière. Merci à vous pour cette invitation. Alors effectivement, oui, je vais vous parler de la prise en charge de la douleur chronique, du coup, des enfants dans le cadre des maladies osseuses constitutionnelles, avec le fait que ces pathologies, ce sont des pathologies chroniques. Et donc, les enfants puis les adultes vont souffrir de douleurs chroniques avec des épisodes de douleurs aiguës, mais c'est des douleurs qui vont malheureusement, et jusqu'à ce qu'on trouve des traitements curatifs, les accompagner tout au long de leur vie. Et donc, il faut au maximum qu'on limite, comme le professeur Couvreur vous l'a dit tout à l'heure, l'utilisation des opioïdes, et notamment dans les douleurs aiguës. Donc, ce qu'on fait finalement en recherche et dans mon équipe, c'est d'essayer de voir comment on peut privilégier les traitements locaux, comment on peut développer la recherche sur les topiques. Et puis, on utilise également dans l'équipe beaucoup de traitements non médicamenteux, parce qu'une douleur qui se chronicise, c'est finalement une douleur qui devient quelque chose de très important au niveau cérébral, et le cerveau va commencer à envoyer des messages plutôt excitateurs des douleurs, et c'est des douleurs qui vont échapper au traitement médicamenteux. Donc il est très important sur des douleurs chroniques, de mettre des médicaments, mais aussi de proposer aux enfants puis aux adultes des techniques de relaxation, d'hypnose, de sophrologie, de balnéothérapie pour essayer de gérer au mieux la survenue de ces douleurs. Donc bon, un truc qui est important, c'est que la douleur, il faut savoir correctement l'évaluer si on veut bien la traiter. Et donc chez les enfants, on a différentes échelles qui sont disponibles sur Internet et qu'il est bon d'avoir dans sa poche. Des échelles d'hétéroévaluation quand les enfants ne sont pas en âge de s'exprimer, des échelles d'auto-évaluation dès lors qu'ils sont capables de s'exprimer, et les enfants qui souffrent de maladies chroniques sont assez tôt capables d'exprimer très, très précisément l'intensité de leur douleur. Donc on a différentes échelles. Pour les tout petits, on a la FLAC, les 20 doll, qu'on peut utiliser jusqu'à 7 ans, et sinon, dès lors que les enfants sont capables de s'exprimer, on a l'échelle visuelle analogique, l'échelle numérique et les schémas du bonhomme. Donc je vous les montre rapidement. Elles sont disponibles sur Internet. Vous pouvez les télécharger. Et c'est important, que ce soit dans les services ou en consultation, d'avoir des bonnes évaluations de la douleur pour pouvoir suivre aussi l'efficacité de vos traitements. Le schéma du bonhomme, c'est pas mal dans les douleurs en dermatologie et dans les douleurs osseuses. Et puis dès lors que les enfants sont en capacité de s'exprimer, une petite réglette dans la poche avec l'échelle des visages ou l'échelle numérique, c'est pas mal, et ça permet de suivre, je vous dis, quand on les revoit en consultation, si notre traitement a été efficace ou pas. Il y a quelque chose qui est important aussi, notamment dans les douleurs osseuses, de savoir évaluer, c'est la douleur neuropathique. On sait à peu près que les douleurs neuropathiques donnent des décharges électriques, des fourmillements, des brûlures. Il y a les démangeaisons aussi, qui sont des signes de douleur neuropathique, les picotements, les engourdissements. Et ça, c'est l'échelle DN4, pareil, disponible sur Internet. Et l'équipe d'Angers est en train de travailler à l'édition d'un DN4 enfant, qui sera donc bientôt disponible avec des pictogrammes. Et donc voilà, si vous évaluez bien les douleurs nociceptives et neuropathiques, globalement, vous pouvez mettre en place les traitements qui sont adaptés. Alors, les douleurs osseuses, c'est des douleurs qui sont très particulières globalement, les douleurs musculo-squelettiques, parce qu'à la fois, il y a une part inflammatoire du fait de la libération sur site d'histamine, de sérotonine, de bradykinin, tout ce qu'on appelle un peu la soupe inflammatoire au niveau du site douloureux. C'est des douleurs qui sont aussi nociceptives, notamment quand il y a un envahissement des parties molles ou la sécrétion de protons. Et puis,
toutes les douleurs osseuses ont une part neuropathique et il y a un sprouting des neurones sensoriels qui sont en réponse à ces douleurs, c'est-à-dire un réseau neuronal déjà très dense qui va se démultiplier et entraîner des douleurs neuropathiques souvent derrière lesquelles on va courir. Les douleurs, les fibres qui sont impliquées dans les douleurs osseuses sont de deux types, les fibres C et les fibres A delta. Et vous voyez sur ce schéma que l'os est particulièrement, ou pas sur le schéma, l'os est particulièrement vascularisé et dense en fibres nerveuses. Et ce qui se passe quand on a des lésions physiques, et par exemple les fractures dont on parlait tout à l'heure, il va y avoir une activation, une sensibilisation des mécanorécepteurs au niveau de ces fibres nerveuses. Et du coup, les mouvements, la pression qui n'est pas normalement perçue comme nociceptive va le devenir. Et notamment, on voit ça notamment chez les enfants qui ont des achondroplasies et qui ont des douleurs à l'effort. Et en fait, c'est parce que ces mouvements, cette pression deviennent des phénomènes qui sont perçus par le cerveau comme nociceptifs. Quand on a une fracture, on va aussi avoir une libération de facteurs qui vont exciter et sensibiliser les fibres nerveuses avec la sécrétion de facteurs comme le NGF. Et tout ça va entraîner une cascade où finalement le réseau veineux va se démultiplier et entraîner encore plus de sécrétion de neurotransmetteurs nociceptifs comme la substance PLCGRP. Et on a finalement des douleurs qui sont très difficiles à traiter. Et la littérature montre bien que pour traiter une douleur osseuse chez une souris, il faut mettre 10 fois plus de morphine que pour traiter un autre type de douleur. Donc c'est vraiment des douleurs qui à nous praticiens posent problème. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire ok, on a des enfants qui vont avoir des douleurs chroniques, comment ne pas les bourrer de médicaments qui ont tous des effets secondaires. Les traitements antalgiques, que ce soit les opioïdes faibles, les opioïdes forts, les antidépresseurs, les antiépileptiques, ils ont tous des effets secondaires importants. Et on ne sait pas tellement ce que ça donne sur le développement de l'enfant quand c'est utilisé au long cours. Donc notre challenge, c'est d'essayer de développer des traitements locaux. Et donc là, je vais vous parler du coup de ce qu'on a pu développer pour les douleurs neuropathiques et pour les douleurs musculo-squelettiques, et puis du projet qu'on a en collaboration avec Patrick Couvreur. Donc nous, on a proposé du repositionnement de l'amitriptyline, que vous connaissez sous le nom de Laroxyl, de mépyramine et d'ambroxol en utilisation topique. Alors, pour vous donner un petit exemple, je suis une petite fille qui a 8 ans, qui s'appelle Laurine, qui souffre d'une maladie exhaustosante. Et Laurine décrit bien, au niveau des plus grosses exhaustoses, des douleurs à type de décharge électrique, de brûlure, de fourmillement, qui la gênaient énormément dans sa vie de petite fille. Et en fait, elle a été prise en charge avec une crème à base d'amitriptyline 10%, matin et soir sur les zones douloureuses. Et grâce à ce traitement, on n'a pas d'autres traitements péros pour Laurine, et elle est très contente avec la crème amitriptyline. Et depuis que je la suis, ce traitement suffit. Là, vous voyez un schéma de l'os, des fibres nerveuses au niveau de l'os qui vont donner lieu à la transmission de l'information au niveau de la corne dorsale de la moelle et puis ensuite au niveau du cerveau. Et si on fait un zoom, vous voyez que donc là c'est une petite fibre nerveuse périphérique, donc ce qu'on verrait au niveau de l'os. Et en fait, ce qui est très très important dans la transmission de la périphérie jusqu'à la moelle, c'est les canaux sodiques, voltage dépendant, NaV1,7, NaV1,8 et NaV1,9. C'est probablement les 3 canaux les plus importants dans la transmission de la douleur. Et pour vous donner un exemple, dans l'érythermalgie, qui est une maladie génétique dermatologique où NaV1,7 est hyperactif, les enfants ont des douleurs qui s'apparentent à mettre votre main sur un fer à repasser chaud sans pouvoir l'enlever, alors qu'on a aussi à Necker des enfants qui ont une mutation inhibitrice de NaV1,7 et qui sont des enfants qui sont insensibles à la douleur. Donc NaV1,7, 8 et 9, ce sont des transmetteurs d'informations douloureuses qui sont fondamentaux, et c'est ceux-là qu'on essaye de cibler dans les douleurs neuropathiques. Et en fait, l'amitriptyline topique, l'idée est venue d'un patient qui avait des neuropathies post-chimiothérapie, très invalidantes. Ce monsieur regrettait d'être en rémission de son lymphome B à grande cellule parce qu'il ne pouvait plus mettre de chaussures, il ne se déplaçait qu'en tongs, il ne pouvait plus tout servir de ses mains en raison de brûlures, de décharges électriques et de picotements. Et on a pour lui essayé tout. Tous les opioïdes, la kétamine, la méthadone, les antiépileptiques, antidépresseurs. Et finalement, j'étais tombée sur un papier de Kopsky dans la littérature qui mettait en évidence qu'un patient avait eu un soulagement de ses douleurs neuropathiques avec une crème à l'amitriptyline 5%. Puis après, quelques années après, il y a eu une revue de la littérature qui concluait que ça ne marchait pas, finalement, il fallait abandonner ça. Et il n'y avait plus de papier sur ça. Et je me suis dit peut-être qu'il y a un effet seuil et que finalement 5% c'est pas suffisant pour passer la couche cornée, parce que ce qu'on veut c'est toucher les petites fibres nerveuses périphériques qui sont dans l'épiderme et dans le derme. Mais pour ça il faut passer la couche cornée, et c'est bien, pour la couche cornée est très hermétique. Et donc on s'est dit que probablement il n'y avait pas assez de concentration d'amitriptyline, et donc on a mis au point une crème amitriptyline à 10%. Et ce patient a été soulagé
en moins de 7 jours de ces brûlures et de ces décharges électriques. Et donc on a lancé une étude en pré-post ouvert, non comparative, non contrôlée, prospective, pour les patients d'hématologie à Necker, adultes, et les patients qui souffraient de neuropathie, appliqués de l'amitriptyline matin et soir au niveau des mains et des pieds. Et on regardait la diminution de la douleur. Et puis, pour ces patients-là, pour cette étude, on regardait si ils avaient eu des effets secondaires et si on avait pu reprendre les chimiothérapies à dose initiale ou reprendre tout court les chimiothérapies. Et donc, on avait dans cette première étude des patients qui souffraient principalement de maladies hématologiques, quelques patients qui souffraient de cancer solide, et on a réalisé un dosage plasmatique systématique pour voir si, quand on se mettait de l'amitriptyline à 10% matin et soir sur les mains et les pieds, est-ce qu'il passait quelque chose dans le sang. Parce que vous savez, quand on prend du Laroxyl, les effets secondaires, c'est quand même vertige, troubles cognitifs, risque de chute, sécheresse de la bouche. Bon, c'est pas anodin. Et on a réalisé des pseudoscans avant la mise en route du traitement à M1 et à M3 pour surveiller que, bien que les patients soient soulagés de leur neuropathie, elle ne s'aggravait pas. Et donc voilà à quoi ressemble un pseudoscan. C'est un appareil qui mesure en fait les conductances qui mesure l'état en fait des glandes sudoripares, des petites fibres nerveuses qui ont une fonction sudomotrice et qui ont le même calibre que les petites fibres nerveuses périphériques. Donc quand on a une anomalie au niveau du pseudoscan, ça veut dire qu'on a une neuropathie des petites fibres et on peut du coup suivre l'évolution de cette neuropathie, parce que la crainte des cancérologues et des hématos, c'était de dire ok, vous soulagez nos patients, on continue du coup la chimiothérapie, mais en fait leur neuropathie s'aggrave et quand on arrête, c'est la catastrophe. Et donc ce qu'on s'est rendu compte dans cette première étude, c'est que grâce à la crème appliquée matin et soir, les patients avaient une diminution moyenne de leur douleur de 4,8 points sur 10, ce qui est énorme et sans aucun effet secondaire. On a eu juste un patient qui avait une dermatite atopique préexistante et qui a eu une irritation cutanée à l'application de la crème amitriptyline. On n'a eu aucun effet secondaire local ou systémique autre, et notamment tous les dosages plasmatiques qu'on a fait sont revenus négatifs, c'est-à-dire que l'amitriptyline ne passait pas dans le sang, ce qui est quand même pratique en pédiatrie. On a également fait ça sur des cellules de Franz, et vous voyez qu'effectivement, on a la crème qui passe dans l'épiderme, donc qui passe la couche cornée, qui passe dans l'épiderme et dans le derme, mais qui ne passe pas dans le récepteur fluide. Donc ça va en accord avec nos dosages plasmatiques. Donc, pour cette étude, en tout cas qui concernait les CIPN, les patients 4 sur 5 avaient pu reprendre la chimiothérapie alors qu'elle avait été arrêtée, et 8 sur 11 avaient pu reprendre à dose pleine. On a continué ces études en allant voir ce qui se passait au niveau fondamental avec d'autres patients et plus de cancers solides, et on avait globalement les mêmes résultats, une douleur qui passait en moyenne de 8 à 2 sur 10 au bout d'un mois d'utilisation. On a été regarder avec Patrick Delmas, qui est chercheur à Marseille, ce qui se passait au niveau fondamental et notamment chez l'animal, et on s'est rendu compte que quand on met de la crème amitriptyline donc quand on met une crème contrôle chez une souris, elle ne retire. On a utilisé un appareil qui s'appelle le Randall Cellito, en fait. Vous voyez, je ne suis nulle pour faire ce genre de choses. Bref, donc vous voyez que vous mettez la patte de la souris sous un appareil qui va entraîner une pression sur la patte, et quand la souris va avoir mal, en fait, elle va vocaliser et retirer sa patte. Et ce qu'on voit, c'est que quand on utilise une crème contrôle, les souris retirent leurs pattes au même moment que sans crème, alors que quand on applique sur la patte de la souris de la crème amitriptyline au préalable, elle retire sa patte beaucoup plus tard, et donc ça signe qu'elle a moins mal. On a regardé ce qui se passait au niveau des fibres C, et vous voyez que quand vous mettez de la crème amitriptyline au niveau des fibres C, vous avez une extinction à près de 95% de la fibre C. En fait, la fibre s'endort et ne transmet plus la douleur. Vous voyez ce résultat sur les fibres C et A delta qui transmettent la douleur. On a été regarder aussi ce qui se passait au niveau des neurones et notamment au niveau des canaux sodiques voltage dépendants, donc les fameux NaV7, NaV8 et NaV9 dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez sur le tableau de droite qu'en fait, quand on met de l'amitriptyline chez un animal et qu'on regarde après ce qui se passe au niveau des canaux sodiques, on a une inhibition de plus de 90%, voire 95% pour NaV7 des canaux sodiques voltage dépendants. Et vous voyez que c'est spécifique parce qu'on inhibe vraiment que NaV7, NaV8 et NaV9, et les canaux TTX sensibles ne sont pas du tout touchés. Donc on a un effet vraiment spécifique de l'amitriptyline sur ces nocicepteurs, avec donc une très bonne efficacité dans les douleurs neuropathiques. Donc ça, c'est une crème typiquement qu'on a mis au point pour les CIPN, mais que du coup j'utilise maintenant dans les maladies osseuses constitutionnelles, notamment les maladies exostosantes,
l'algoneurodystrophie, quand il y a une composante neuropathique. Et finalement, on l'utilise dans toutes les neuropathies localisées pour avoir un effet direct sur les petites fibres nerveuses périphériques et pour s'affranchir des effets systémiques. Donc ça, c'est la crème qu'on utilise le plus. On a fait ce travail-là aussi avec un autre topique, et pareil en repositionnement, qui est l'ambroxol. L'ambroxol, vous le connaissez probablement, c'est le Muxol, c'est un fluidifiant bronchique. Donc vous me direz qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire. Et en fait, l'ambroxol, il inhibe NaV1.8 40 fois plus que la lidocaïne, mais sans avoir son effet vasoconstricteur. Donc là aussi, c'est une préparation magistrale qu'on peut utiliser dans les douleurs neuropathiques. Et on a fait le même travail avec la mépyramine. Alors la mépyramine, vous voyez, c'était l'antisone, c'est plus commercialisé en France, mais c'est un médicament, enfin une crème contre les piqûres d'insectes. Et en fait, c'est un antihistaminique à la base, c'est un anti-H1. Mais en fait, on s'est rendu compte, toujours avec Patrick Delmas, que c'était un puissant inhibiteur des canaux sodiques NaV1.7, NaV1.8 et NaV1.9. Vous voyez là sur le graphe, on a une bonne inhibition, c'est juste NaV1.7 qui est représenté, mais on a la même chose pour 8 et 9. Et en bas, vous voyez que les fibres sont éteintes quand on applique sur la patte de l'animal douloureux de la crème mépyramine. Donc la crème mépyramine, typiquement, par exemple, on l'utilise chez les enfants qui souffrent d'érythermalgie primaire, pour qui donc il y a une mutation activatrice de NaV1.7. Et finalement, moi, dans ma pratique clinique, j'utilise en première intention l'amitriptyline chez les enfants qui souffrent notamment de maladies exostosantes. Si ça ne marche pas, j'essaie l'ambroxol. Si ça ne marche pas, j'essaie la mépyramine. Mais globalement, je m'en sors avec des topiques. On a fait la même chose, le même raisonnement avec les douleurs musculo-squelettiques. Et là, on en vient à nos syndromes des lèvres dans l'os. Et on a repositionné le baclofène en utilisation topique. Et donc, je vous donne... Alors, c'est pas un enfant qui a un syndrome des lèvres dans l'os, mais c'est Aaron qui a 11 ans et qui est atteint d'achondroplasie. Et en fait, il est venu me voir en consultation parce qu'il avait des myalgies d'effort au niveau des membres inférieurs. Et il y avait un échec de tout. Des AINS qui supportaient pas Péros, qui marchaient pas par voie locale, des myorelaxants et des opioïdes faibles. On a mis en place un traitement topique de baclofène à 10%. Et finalement, Aaron n'a que ce traitement. Il a pu reprendre le foot et il y a un bon contrôle des douleurs sans aucune nécessité de traitement Péros. Donc vous le connaissez, le mécanisme probablement du baclofène Péros. C'est un myorelaxant, un agoniste du récepteur GABA B. Il a aussi une action anti-inflammatoire et une action antalgique quand il est pris Péros. Ce qu'on pense, parce qu'on est en train de le vérifier avec Patrick Delmas, c'est que par voie topique, c'est pas la même action. Il a probablement une action anti-inflammatoire plus importante et probablement aussi un effet au niveau des récepteurs TRPV1 qui sont en périphérie des petites fibres nerveuses et qui vont activer en fait la voie de transduction vers la moelle par NaV1.7, NaV1.8 et NaV1.9. Et donc on pense que la cible du baclofène topique, c'est TRPV1 et par un phénomène de convergence, quand on va appliquer du baclofène, là où la douleur est présente musculo-squelettique, on va inhiber l'information de la douleur au niveau de la corne dorsale de la moelle et donc une inhibition de la douleur au niveau cérébral. Donc on a mis en place le projet Baclomi, donc avec une étude clinique d'ailleurs chez des patients souffrant de douleurs musculo-squelettiques, à la fois des myopathies, des syndromes des lèvres dans l'os et des douleurs, des myalgies d'effort comme on en voit dans l'achondroplasie. Et vous voyez qu'à un mois d'application de la crème, on avait des patients qui au départ se cotaient à 6/10 et qui ensuite se cotent à 1,6/10. Donc c'est quand même pas mal et ce sans prise de médicaments par voie orale. Et donc on a eu le booster innovation de la PHP pour mettre en place ce programme au niveau fondamental parce que voilà, nous en fait la recherche c'est souvent from bench to bed et nous finalement on fait du from bed to bench, on voit que ça marche en clinique, on regarde ce qui se passe ensuite au niveau fondamental. Et donc ce qu'on va faire avec Patrick Delmas, c'est qu'on va essayer de démontrer l'efficacité sur des modèles animaux comme on l'a fait pour la mitriptyline et qu'ensuite on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau des cibles moléculaires. Donc on va créer de la douleur musculaire chez une souris et voir ce qui se passe quand on met de la crème baclofène versus une crème placebo avec notre appareil Randall-Sellito. Donc ça, en injection de solution acide dans le muscle pour créer une douleur musculaire. On va aussi entraîner des douleurs à l'effort de la souris, comme on l'a dans les myalgies d'effort, en fatiguant un peu sa patte et en regardant si, pareil, quand on utilise une crème baclofène, les souris ont moins mal. Et on ira regarder au niveau fondamental ce qui se passe en faisant du patch clamp, quels sont les récepteurs qui vont être inhibés par l'utilisation, l'application locale en fait d'une crème à base de baclofène avec une petite hypothèse sur TRPV1. Donc, ce qu'on peut aussi utiliser localement, vous le savez probablement, les patchs de Versatis, c'est des patchs de lidocaïne donc qui inhibent NaV1.8. Après,
On utilise aussi les gels BioFreeze. Pourquoi? Parce que la sensation de froid qui est liée au menthol, c'est aussi une action antalgique par les canaux TRPM8, ou la lombalgine, parce que la sensation de chaud qui est liée au camphre inhibe les canaux TRPA1, qui sont aussi des récepteurs qui sont impliqués dans les voies de la douleur. On utilise aussi l'urgospray froid, les AINES en patch ou en crème, et aussi les huiles essentielles. Mais bon, ça, c'est des trucs qui sont déjà sur le marché. Les crèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment des crèmes en préparation magistrale actuellement, qu'on essaye d'amener sur le marché, parce qu'encore une fois, c'est quand même beaucoup plus facile et sécurisant d'utiliser une crème à l'amitriptyline que de se lancer dans du Laroxyl Péros. Et donc, le projet qu'on a en commun avec Patrick Couvreur actuellement et son équipe, c'est le projet Nanodoc. Et finalement, ça répond un peu à une des questions que vous aviez tout à l'heure, c'est d'essayer de voir si on pourrait mettre au point des nanoparticules antalgiques de mépyramine. Donc, c'est un projet pour lequel on a eu l'Inno-Grant de l'Institut Imagine, qui va se faire en collaboration avec donc l'équipe du professeur Couvreur et du docteur Lepêtre, l'équipe du docteur Patrick Delmas, donc avec qui je travaille à Marseille sur les canaux sodiques, et l'équipe du professeur Gilles Dietrich à Toulouse, qui travaille au CPTP de Toulouse-Purpan, avec donc cette technique dont vous a parlé le professeur Couvreur tout à l'heure, la squalénoylation et l'effet EPR, puisque dans les douleurs osseuses cancéreuses, on a vraiment, et ça c'est assez bien résumé sur ce schéma, une douleur plus que mixte, c'est-à-dire une douleur inflammatoire liée à la tumeur, une douleur nociceptive liée à l'envahissement des parties molles, et une douleur neuropathique majeure, parce qu'au niveau du site tumoral, on va avoir une multiplication des fibres nerveuses sur site et leur hyperactivation du fait de la sécrétion de substances P, de CGRP et de NGF. Et donc, l'idée, c'était de se dire, OK, sur ces douleurs osseuses cancéreuses, globalement, on est un peu démunis dès lors que la morphine ne fonctionne pas, dès lors que la méthadone ou la kétamine n'est pas suffisante. Et l'idée, c'est d'arriver à amener sur site la mépyramine dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce on s'est donc rendu compte qu'elle avait un pouvoir anti-inflammatoire, mais aussi très important pouvoir anti-neuropathique sur NaV7, NaV8 et NaV9. Et probablement que dans la douleur osseuse cancéreuse, c'est finalement cette douleur neuropathique qui nous gêne le plus. Et donc sur ce projet, on va mettre au point donc les nanoparticules grâce à l'équipe du professeur Couvreur. Et là, vous voyez une magnifique photo de ces nanoparticules qui nous a été envoyée par Alexandre Silva, qui fait sa thèse actuellement dans l'équipe de Patrick. La deuxième étape, ce sera d'aller vérifier si ces nanoparticules de mépyramine vont permettre, quand elles sont squalénoïlées, d'inhiber quand même NaV7, NaV8 et NaV9, comme le travail qui a été fait sur les encéphalines. Et ensuite, donc ça c'est avec Patrick Delmas que ce sera fait à Marseille. Et ensuite avec Gilles, ce sera d'aller valider chez l'animal l'effet antalgique dans un modèle de douleur osseuse cancéreuse chez la souris, et de vérifier qu'on n'a pas de toxicité quand on utilise les nanoparticules, pas de toxicité hépatique, pas d'effet immunosuppresseur, et que les animaux à qui on injecte ces nanoparticules continuent d'aller bien, et qui sont soulagés de leur douleur osseuse cancéreuse. Donc voilà les projets en cours. Et voilà, l'idée c'est vraiment de privilégier les topiques pour les enfants, mais c'est aussi bien d'éviter la prise de médicaments Péros chez les adultes. Merci beaucoup Céline, c'est extrêmement intéressant. Je trouve que c'est aussi très encourageant parce qu'on est en gros très démunis. Moi je vois que vous avez beaucoup de choses à offrir pour ces patients. C'est vrai qu'on est beaucoup Péros, on est même parfois dans l'intraveineux pour les douleurs osseuses. En gros on va assez souvent même parfois vers la voie bisphosphonate, qui est une réponse thérapeutique assez agressive, et on n'a pas tellement grand-chose d'autre à offrir. Donc je trouve ça vraiment extrêmement encourageant et porteur d'espoir. Donc merci beaucoup, et surtout d'avoir montré des idées de projet et vers quoi vous vous dirigez. Donc voilà, bravo et merci. Alors, il y avait une question sur votre projet sur l'amitriptyline. Est-ce que ça, sur la cible d'action, c'est NaV1, NaV1.7 et NaV1.8, c'est ça? NaV1.7, 8 et 9, donc vraiment, donc du coup une cible assez large. Les trois principaux nocicepteurs qui transmettent l'information douloureuse de la périphérie jusqu'à la moelle.
D'accord. Donc du coup, un potentiel d'action et de cible de douleur qui est assez large. Ouais, on l'utilise donc dans les CIPN, les douleurs neuropathiques post-chimiothérapie. On l'utilise dans les douleurs post-zoostériennes, dès lors que la peau est redevenue saine et qu'il n'y a plus de vésicule, ça marche bien. On l'utilise dans les douleurs neuropathiques diabétiques. Et je vous dis, je l'utilise beaucoup. Tout ce qui est neuropathie localisée, parce que bon, les gens vont pas se tartiner de crème, donc des douleurs qui sont très diffuses, c'est compliqué. Mais tout ce qui est neuropathie localisée, à partir du moment, peu importe finalement, vous voyez, au niveau de la fibre nerveuse périphérique, il y a plein de récepteurs. Il y a les TRPV, il y a les TRPA, il y a les ASIC, il y a énormément de récepteurs en périphérie. Mais finalement, une fois que le récepteur est activé, il va y avoir un entonnoir. Et toute l'information va être transmise par ces nocicepteurs jusqu'à la moelle, NaV7, NaV8 et NaV9. Donc finalement, peu importe par quel mécanisme le récepteur va être et quel récepteur va être activé en périphérie, ce qui va compter, c'est qu'on va cibler, une fois que ça aura fait entonnoir, les 3 canaux qui sont responsables de la transmission de la douleur. D'accord. Parce que, et donc, tu avais évoqué l'idée de l'utiliser, enfin, ou tu as l'air de l'utiliser aussi dans les maladies exostosantes. Donc, donc, on suit beaucoup de maladies exostosantes dans la filière. On suit aussi d'autres types de maladies qui ont des ossifications ectopiques. Donc, à Necker, il y a la filière des FOP. Il y a aussi, on a aussi les pathologies, les pseudo-hypoparathyroïdies qui peuvent avoir des ossifications ectopiques qui sont douloureuses. Alors, on ne connaît pas très bien le mécanisme des douleurs dans ces maladies. De façon tout à fait simpliste, on dit compressive. Alors, du coup, voilà. Alors, donc là, on voit bien que le mécanisme évoqué, c'est douleurs neuropathiques. Et donc, est-ce que ça peut être une voie de réponse et est-ce qu'on pourrait en avoir d'autres ou est-ce qu'on essaye ça, puis après on voit? Alors, les patients que je suis, adultes et enfants qui ont des maladies exostosantes, globalement, ils sont bien soulagés dès lors qu'ils décrivent bien des douleurs neuropathiques. C'est-à-dire la petite Laurine et sa maman d'ailleurs, elles décrivent très très bien ces décharges électriques au niveau de l'exostose, ces sensations de brûlure, ces sensations d'étau. Et en général, quand les patients emploient ces termes-là, on est quand même très orienté sur le fait que la douleur, il y a quand même une part neuropathique. Et donc, dans ces cas-là, c'est vrai que plus spécifiquement, je vais mettre la mitriptyline en topique. Si ça ne fonctionne pas, l'ambroxol ou la mépyramine, parfois je rajoute un peu de lidocaïne dans la crème pour potentialiser les effets. Mais dès lors qu'on a une potentielle part de neuropathie dans la douleur, c'est ce type de crème-là que je vais utiliser. Dans les myalgies d'effort, comme on peut le voir dans les achondroplasies, non, parce que la douleur, elle est plutôt musculaire, elle est à l'effort et on n'a pas de part neuropathique. Et dans ces cas-là, on va plutôt privilégier les topiques à base de baclofène, par exemple. D'accord. Alors, si on part maintenant sur la question de la voie d'administration. Donc, parce que tu as beaucoup abordé le transdermique. Et donc, il y avait une question sur est-ce que vous envisagez l'utilisation du patch à micro-aiguille? Alors, pour le coup, je l'envisageais pas. Mais par contre, ça c'est quelque chose qui pourrait être utile avec les nanoparticules. Avec les nanoparticules. C'est Monsieur Couvreur qui a posé la question. Qui a posé la question. Peut-être pour faire passer des molécules, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Alors. On va peut-être vous donner un micro. On va donner un micro dans la salle. Non, mais parce qu'on fait maintenant, c'est au MIT qu'ils ont développé ça, et nous on l'utilise, des patchs où la longueur des micro-aiguilles peut être modifiée en fonction de l'objectif, et donc on met le patch, on l'enlève, mais on ne sent rien, c'est des micro-trous, et puis on place la crème ou la forme dermatologique, et à ce moment-là, on a une absorption dermique, limitée au derme, qui est beaucoup plus importante. Et suivant la longueur de l'aiguille, on peut aller simplement traverser l'épiderme ou aller plus profondément dans le derme, etc. Mais ça, c'est intéressant. Pour les topiques qu'on utilise pour l'instant... Mais nous, on le fait, Alexandre le fait. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant, et surtout, ça pourrait être très intéressant en libération prolongée. Parce que et c'est ce qu'on va essayer de faire avec le projet Baclomi, c'est d'essayer d'avoir une formulation LP. Et probablement que c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on se penche. Moi, j'étais dans la simplicité, vous voyez, les crèmes, quoi.
Non, mais c'est tout à fait intéressant. Je pense à un autre projet qu'on a, nous, dans les ossifications ectopiques, qui n'est pas pour la douleur, mais qui est pour l'administration d'un autre traitement, plus pour traiter l'ossification elle-même, où on est, nous, dans l'administration, dans de la pompe et de l'administration en sous-cutané. Et donc, dans l'idée alors, pour le traitement de la douleur, ça pourrait être plus pour une douleur aiguë et pour passer un cap, mais l'utilisation et l'administration d'un traitement en sous-cutané prolongé, il y a plusieurs systèmes de délivrance qui sont envisageables. Hein. Et puis ça nous permettrait de moins concentrer, parce que là finalement il faut qu'on mette 10 grammes d'amitriptyline dans 100 grammes de crème, ce qui n'est pas négligeable, pour passer la couche cornée, et il en reste très très peu dans l'épiderme et le derme. C'est sûr que si on peut cibler le derme, on n'a pas besoin de mettre des concentrations aussi importantes de produits. Voilà. Donc cette question, donc c'est de discuter un peu avec des ingénieurs sur ces questions d'administration pour l'administration du produit, c'est aussi intéressant. Hein. Alors, il y a une question. Alors je sais. Mais vous êtes sûrement. Quelles sont les voies d'élimination des traitements topiques s'il n'y a pas de passage systémique? Je ne sais pas trop. Hein. À mon avis, c'est juste une dégradation. Voilà. En tout cas, typiquement, locale, ce qui est assez drôle, c'est que. Il y a une élimination purement dermique. Mais c'est ça, je pense. Parce que. Ce qu'on s'est rendu compte avec l'amitriptyline, par exemple, c'est que normalement, quand on prend de l'amitriptyline péros, elle est métabolisée dans le foie en nortriptyline. Et en fait, par voie topique, en fait, il n'y a pas de cette métabolisation en nortriptyline et on garde l'amitriptyline telle qu'elle. Donc, moi, je pense que c'est une élimination du produit par voie dermique. Oui. Et la dernière question, c'était est-ce qu'on peut envisager une application in situ avec une diffusion prolongée dans le temps du principe actif? Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais. C'est vraiment l'objet du projet avec Baclomi. C'est vraiment d'essayer parce que pour l'instant, alors sur l'amitriptyline, on se rend compte que la demi-vie pour que les fibres se réveillent, c'est à peu près 12 heures. Donc une application matin et soir est suffisante. Mais j'aimerais que pour le baclofène, on est obligé de faire matin, midi et soir. C'est un peu plus court la durée de vie. Ce serait quand même super d'avoir des formulations qui permettent une libération prolongée. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler. Ouais, parce que de l'application d'un topique 3 fois par jour, c'est quand même compliqué pour les patients. Hein. Alors, matin et soir, ça va. Matin, midi et soir, un peu moins. Sauf quand ils sont bien soulagés, ils sont prêts à faire cet effort. Hein. Mais c'est vrai que si on peut trouver des formulations LP... pour les enfants, c'est compliqué. Hein. Si on peut trouver des formulations LP, c'est bien. C'est bien. Ouais. Hein. Le système de patch, c'est très convenient. On utilise beaucoup en endocrinologie. C'est un système qui fonctionne très bien. Hein. D'ailleurs, le Versatis fonctionne comme ça. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver un modèle qui soit des patchs, et notamment pour le baclofène, facile d'utilisation. Mais globalement, en fait, si on prend par exemple les syndromes d'Ehlers-Danlos qu'on suit, ils mettent la crème baclofène en 6 douleurs. Par exemple. Et donc là, ça les soulage. Ce que disent les patients, c'est qu'ils ressentent un soulagement en 10 minutes après l'application de la crème. Donc, voilà, en si besoin, c'est pas grave, mais c'est vrai que pour des douleurs chroniques, la formulation LP, ce serait mieux. Bon, merci beaucoup Céline. Je vois que vous avez beaucoup d'interactions avec la filière, donc j'espère que vous accepterez de venir recommuniquer avec nous dans une forme peut-être encore plus physique avec un public en face de nous. Hein, ça sera plus agréable. Avec plaisir. Hein, et on vous invitera aussi probablement pour discuter dans notre groupe de travail médicaments, parce que on a dans l'idée vraiment d'avoir une action vraiment véritable sur cette question de la douleur. On a eu des réunions, des discussions sur la question des injections pour les médicaments, etc. Et on a des actions concrètes qu'on est en train de mettre en place. Donc, on aimerait bien vous inviter pour tout ça. Donc, à très bientôt. Encore merci. Et on va passer à la session suivante.